beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont fini leurs études, peut-être comme moi en génie mécanique, on s'assoit, on a déjà trouvé un travail. Et tout ce qu'on fait quand on finit le travail, quand on finit son boulot, on rentre à la maison, on met des vidéos sur Facebook et tout, on se couche, on dort, le lendemain, on part au travail. Que ce soit pour un entrepreneur ici, qu'il vive au Cameroun ou bien dans un autre pays d'Afrique, ou bien même qu'il soit en Occident et qu'il pilote son business depuis l'étranger la majorité du temps, dans tous les cas, le plus important, c'est d'abord la ressource humaine. Si tu as déjà lancé ton activité en Afrique et que tu ne sois pas la personne qui travaille la plus de toute ton équipe, remets-toi en question et sache qu'il y a de très fortes chances que tu ne réussisses pas. Bonjour à toi, je m'appelle John Gislain, je suis DG du groupe SOCAV, spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. Aujourd'hui, je suis dans la ferme d'un de mes clients, un client très fidèle et un client avec un profil très intéressant aussi, parce qu'il s'agit d'un jeune de la diaspora qui, à travers ses investissements ici, montre bien qu'il est possible d'être dans la diaspora et de faire des petits pas pour avancer vers l'Afrique, vers l'investissement en Afrique, vers l'entrepreneuriat ici au pays, et qui montre que ces petits pas peuvent avec le temps devenir de grands pas qui permettent de contribuer réellement au développement de notre pays, de notre continent et d'avoir un vrai impact ici. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. C'est parti. Bonjour Douglas. Bonjour Gislain. Comment tu vas? Je vais très très bien et toi? Ça va aussi, merci. Merci d'avoir fait encore un tour chez nous, un tour dans notre ferme. C'est vrai que tu es déjà un habitué, mais ça fait plaisir de te recevoir ici. C'est un plaisir pour moi aussi. Et tu vas bien, surtout que tu es au pays actuellement. Tu n'es pas dans le froid. Ouais. Tu es sous un beau soleil, même s'il fait assez chaud ici, mais au moins le ciel est beau. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on échange, et merci déjà d'avoir pris le temps pour cet échange. Je voudrais qu'on échange sur ton parcours, parler un peu de toi, parler de comment tu en es arrivé à tout ce que tu fais aujourd'hui. Et sans tarder, je vais déjà te poser la première question. Qui est Douglas? Qui est Douglas Fokam et qu'est-ce qu'il fait? Douglas Fokam, c'est un fou. Douglas Fokam, c'est un fou qui ne réfléchit pas beaucoup avant de faire ce qui lui tient à cœur. Mon parcours est assez atypique, mon parcours est assez, je ne veux pas dire compliqué, complexe, voilà, c'est le mot. Mon parcours est assez complexe parce que je quitte du Cameroun, je pars du Cameroun en 2015. Je pars du Cameroun en 2015 avec... Tu as grandi au Cameroun? J'ai grandi au Cameroun, exactement. J'ai eu mon baccalauréat au Cameroun en 2014. Et à la base, déjà, je ne voulais pas quitter le Cameroun. C'est un peu fou de dire ça aujourd'hui comme ça pour les gens qui nous regardent, mais à la base, je ne voulais pas quitter le Cameroun. J'ai fait le concours pour passer à l'université à l'UCAC, dans l'université qui est au Congo, à Pointe-Noire. Malheureusement, je n'ai pas eu le concours et mon père tenait vraiment à ce que je quitte le pays, que je parte vers d'autres horizons, que j'aille voir autre chose. Donc, je quitte donc le Cameroun. Je fais les cours d'allemand déjà pendant presque un an. Et en 2015, je m'envole donc pour l'Allemagne avec un seul rêve en tête, c'était de réussir ma vie. Tu vois, donc déjà, ce n'était pas d'entreprendre en Afrique ou quoi que ce soit, mais c'était de réussir ma vie. Et une fois en Allemagne, je me rends compte assez rapidement que je ne serai pas à ma place. Donc, je comprends clairement que je suis en vacances, mais pour un très long séjour. Et tu vas peut-être bien te rappeler, quand on était à l'école, au collège ou à l'école primaire, pendant le mois de juin jusqu'en septembre, c'était les vacances. Et nos vacances étaient bien parce qu'on savait que c'était limité. Donc, quand on partait, pour ceux qui allaient au village comme moi ou alors qui allaient voir la tante dans une autre ville, c'était bien parce qu'on savait qu'on peut s'amuser, on peut se lâcher. De toutes les façons, ça va finir, on va rentrer à la maison. Mais arriver dans un pays comme l'Allemagne et se sentir en vacances, tout le monde te montre que tu es en vacances, mais tu ne sais pas quand tu vas rentrer, c'est très embêtant, c'est très embarrassant. Raison pour laquelle, au cours de mes années d'études, j'ai commencé à me poser la question à savoir où est ma place, où est véritablement ma place. Et je me suis tellement posé la question que certaines choses sont venues dans ma vie assez naturellement. Je veux dire, le boulot que je fais même aujourd'hui, c'est un boulot qui m'aide beaucoup à être présent en Afrique. Déjà, j'ai fait une formation de génie mécanique. Donc, quand je fais la formation de génie mécanique, même en choisissant cette filière-là, j'avoue que je ne savais pas ce que j'allais faire avec. Donc, je choisissais vraiment juste parce que
j'étais assez doué et que c'était une filière pour les doués, réservée aux doués. Donc, j'ai choisi cette filière-là pour prouver encore que je suis doué. Mais après, avec le temps, même jusqu'à la fin de mes études, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire dans la vie. Clairement, que ce soit en Allemagne, que ce soit au pays, je ne savais pas. Donc, c'est à travers justement diverses chaînes, notamment la chaîne de Investir au pays de Philippe Simoko, beaucoup de personnes connaissent, qu'un jour je rentre des vacances, je découvre sa chaîne et je vois quelqu'un qui parle sans complexe, étant tellement à l'aise de l'élevage de poulets. Et très vite, je te dis, c'est venu comme, c'est venu comme, voilà, comme par magie. J'ai dit, c'est ça ma place, directement. Donc, à compter de ce jour-là, j'ai compris que déjà que l'élevage m'intéressait, je le faisais quand j'étais jeune, au village, quand je partais en vacances, mais c'est quelque chose que je n'osais pas dire. Quand on me demande, Douglas, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être éleveur de porc. Franchement, j'avais jamais le courage. Il a fallu que je voie Philippe faire ça sur Internet. Oui. Il a fallu que je voie voilà, comment il parlait de l'élevage de poulet, comment il encourageait les gens, il montrait que l'on pouvait rentrer au pays et ça, la vie pouvait avoir un sens en faisant l'élevage de poulet. Donc, ça m'a beaucoup motivé. Et à compter de ce jour, j'ai commencé donc à chercher réellement voilà, mon chemin. Et de là, maintenant, au fil du temps, avec, je suppose qu'on va parler dans la vidéo, avec de nombreux investissements, j'ai fini par arriver où je suis aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Et tu t'exprimes très bien. Je tiens à rappeler aussi à notre audience que tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu partages différents éléments de ton parcours. Tu parles de tes business aussi au pays. Et ce serait intéressant aussi pour vous qui nous regardez d'aller voir cette chaîne, c'est Réalité Afro Business. Fait de bonnes vidéos, des vidéos très concrètes qui peuvent apporter beaucoup d'éléments positifs. Maintenant qu'on a compris un peu d'où tu viens, qui tu es, ton parcours grosso modo, je voudrais avoir la suite. Après avoir fait tes études, après avoir eu cette réalisation que ta place c'est chez toi, c'est-à-dire au pays, et après avoir décidé de commencer à faire des petits pas vers cette direction-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas facile, hein. C'est arrivé déjà, avoir déjà une petite ferme comme la mienne d'aujourd'hui. Je suis passé par plusieurs étapes. Donc, comme je disais déjà, quand j'ai regardé cette fameuse vidéo sur YouTube qui a été un véritable déclic pour moi, je ne me suis pas levé et puis j'ai commencé à faire l'élevage des porcs. Donc, comme j'ai dit, je cherchais déjà mon chemin. Et lorsque je cherchais mon chemin, je regardais un peu à gauche, à droite, quel type de business peuvent me correspondre. Donc, j'ai donc commencé déjà dans un premier temps à vendre du matériel informatique, c'est-à-dire des clés USB, des AirPods que j'achetais depuis ma chambre, j'achetais en Chine sur le site Alibaba que tout le monde connaît ici, que je revendais au pays. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien terminé et par la suite, je suis donc passé à l'élevage de lapins. À l'élevage de lapins, ça je le faisais à l'ouest, je le faisais à la base, pas pour gagner de l'argent, mais parce que j'avais compris que ce qui me manquait, c'était voilà, les connaissances du Cameroun. Je n'étais pas assez camerounisé pour investir au Cameroun. Donc, dans le but d'apprendre, j'ai donc décidé de me lancer en élevage de lapins. Je voulais le faire tout proche de ma maman et je voulais donc que les revenus qui ressortent de cet élevage-là, que ce soit dédié directement à ma maman pour que voilà, je n'ai plus aussi à lui envoyer énormément d'argent chaque fin du mois. Là aussi, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai buté sur un problème de complexe. Donc, le collaborateur le plus proche avec qui je travaillais, qui trouvait que je ne souffrais pas assez et que c'est lui qui mouillait le maillot, etc. Donc, à la suite de ces événements-là, là aussi, ça ne s'est pas bien passé. Mais j'ai appris énormément parce que je travaille avec beaucoup de personnes. Donc, pour l'aliment, je devais contacter une autre personne. Pour la prophylaxie, je devais contacter une autre personne. Et pour le suivi vétérinaire, donc voilà, le fait de travailler avec plusieurs personnes pendant 1 an, ça m'a permis de comprendre énormément de choses et de me sentir quelque part un peu prêt. Donc, j'ai donc commencé à me renseigner un peu sur voilà, cette activité de l'élevage du porc qui me tenait vraiment à cœur parce que je l'ai fait quand j'étais jeune. Je tenais une petite, pas une ferme, mais voilà, une ferme traditionnelle, une porcherie traditionnelle derrière la maison comme le faisait la majorité de nos papas. Donc, je le tenais, je le faisais bien, je prenais passion à le faire. Et c'est après ces échecs-là que cette passion-là s'est réveillée en moi, où je me suis dit, mais pourquoi je dois souffrir dans des domaines que je ne maîtrise pas, alors qu'il y a des domaines que, même si je ne maîtrise pas vraiment, que je peux déjà, voilà, que je sais déjà que c'est ma passion. Donc, dans le but de pouvoir minimiser l'échec dans ce cas-ci, j'ai commencé à suivre des petites formations en Allemagne,
où je voulais voir comment est-ce que, sur quoi est-ce que les Allemands se basent pour faire de l'élevage de porc, comment est-ce qu'ils sélectionnent leur race, quel type d'aliments est-ce qu'ils donnent à leur porc, comment est-ce qu'avec les températures qui sont très basses en Allemagne, ils parviennent à être quand même l'un des leaders mondiaux en termes de production de viande porcine. Donc tout cela m'intéressait, je prenais part à des petites formations, je partais visiter plusieurs fermes dans le nord de l'Allemagne dans le but vraiment de comprendre. Et ce qui en est découlé de là, c'est que j'ai compris que l'élevage de porc, c'est une activité qui n'est pas très difficile. Donc, les plus grosses difficultés de l'élevage de porc ne sont pas liées directement au porc en question, mais c'est lié à ma capacité, à moi-même de pouvoir gérer le porc. Dès lors que j'ai compris cela, j'ai foncé. C'est donc, je ne sais pas si je t'ai dit tout ce que tu voulais entendre, mais c'est donc voilà, là où je me retrouve, je suis aujourd'hui. Tu as donné une réponse assez complète, parce que là, on a tous les éléments du parcours, de comment tu as essayé d'autres business qui n'ont pas été fructueux, et après tu t'es remis en question, tu as essayé autre chose au fur et à mesure. C'est bien d'avoir expliqué ce cheminement, parce que certaines personnes vont voir juste une ferme là et se dire que tu as eu tout ce qu'il fallait pour réussir ta ferme et que tu as eu plus d'opportunités que d'autres, mais ils ne sauront pas qu'avant ça, tu as dû essayer d'autres choses qui n'ont pas marché. Et c'est à force d'avoir des échecs que tu as fini avec des remises en question, à trouver une bonne formule, un marché, un produit, un processus qui te permet d'avoir une activité qui tourne ici. Et ça, c'est bon de le savoir. Bon, maintenant, tu as démarré ta ferme ici. Et quels sont tes objectifs? Déjà, on va parler à un niveau un peu plus personnel. Aujourd'hui, tu vis encore en Allemagne, même si tu es assez présent au Cameroun. Tu viens régulièrement voir tes activités, voir ta ferme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes autres activités aussi? Qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors de l'élevage de porc? Et quelle est ta vision au sujet de toi-même, donc par rapport à la vie en Allemagne et la vie au Cameroun? Justin, tu sais, je suis quelqu'un, j'ai fait énormément de sacrifices. Je suis pas fan de porte-monnaie magique. Donc, tu comprends ce que ça veut dire. Je ne suis pas, ce que je veux, je vais le chercher. Je me donne tous les moyens pour aller chercher cela. Donc, pour parler de mes objectifs, c'est de rejoindre voilà, un peu ton groupe en termes d'élevage de porc parce que vous avez une très grande ferme, vous faites un travail sérieux. Et je ne sais pas quand vous serez décoré par l'État camerounais parce que vous contribuez vraiment à diminuer le taux d'importation de viande de mauvaise qualité au Cameroun. Et pour moi, ce sont des combats qui me parlent. Pour moi, ce sont des activités qui me parlent. Et en plus, ce sont des activités voilà, de passion. Ce sont des trucs qui sont très beaux. On élève des bêtes, on vit avec des bêtes, on les voit grandir, on les voit mettre bas, etc. Franchement, c'est très beau. J'aimerais faire beaucoup plus. Donc, j'aimerais faire beaucoup plus que ce que j'ai aujourd'hui. J'aimerais, voilà, quand on parle de l'élevage du porc, quand on va citer le groupe CAFCO ou SOCAV, qu'on cite aussi Douglas Pocam parce que c'est un jeune qui abat aussi un travail sérieux, un travail formidable. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça ne sera pas évident. Je sais que pour ça, il faudra être sur place. C'est la raison pour laquelle voilà, j'ai décidé déjà depuis plusieurs années d'être au Cameroun. Au départ, c'est minimum une fois par an, mais maintenant, il m'arrive d'être au Cameroun pratiquement trois fois par an. Et ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de travail, beaucoup voilà, d'épargne financière aussi pour pouvoir réaliser tout cela. Et à côté de la ferme porcine, j'ai développé comme ça, je vais dire un peu par hasard, un business qui est l'appartement meublé. C'est un business qui aujourd'hui me plaît plutôt très bien. C'est un business où je prends beaucoup de plaisir parce que ça me fait rencontrer énormément de personnes. Mais c'est un business qui a été aussi fait par hasard parce que, pour être honnête, ce n'est pas un truc que j'ai fait avec le cœur, tu vois. C'est un business que j'ai fait pour aider quelqu'un qui, en fin de compte, ne voulait plus faire partie de cette aventure-là. Et je me retrouvais donc avec voilà, ces investissements-là sur le dos qu'il fallait donc prendre charge et gérer parce que de toutes les façons, les investissements sont déjà faits. Voilà, donc au lieu de pleurnicher ou alors au lieu de pleurer, j'ai adopté le business et je me suis dit, voilà, ça va me donner la possibilité d'apprendre beaucoup plus, d'apprendre plus de la diaspora d'autres pays. J'ai des Français, des Canadiens, des Américains qui viennent séjourner chez moi pendant de longues périodes et en fin de compte, on devient même plus que des amis. Donc, on dit souvent que c'est plus facile
pour un client de devenir un ami que pour un ami de devenir un client. Et avant, je le disais aussi juste comme ça, mais j'ai vraiment compris ça avec le business d'appartement meublé. C'est un truc qui rapporte aussi énormément d'argent quand c'est bien fait. Parce que après, c'est lorsque je me suis lancé à l'intérieur que je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'appartements meublés dans la ville de Douala, là où je suis, énormément, donc là, franchement. Mais voilà, étant donné que je rentrais aussi plusieurs fois par an au Cameroun, je faisais toujours appel aux appartements meublés pour avoir ma discrétion et mon intimité. Je me rendais compte que le service n'était pas agréable. Donc, c'était vraiment un enfer souvent. C'était très pénible de vivre chez quelqu'un à qui tu remets de l'argent et qui est censé te fournir le service minimum. Donc, je suis plutôt content de cette activité-là aujourd'hui. Ça, c'était de ce qui concerne l'appartement meublé. Maintenant, en ce qui concerne la chaîne YouTube, voilà, c'est une autre activité que je fais aussi à côté. C'est un truc qui me passionne et c'est aussi un moyen pour moi, franchement, de dire merci aussi parce que mon éveil aujourd'hui, ma vie a un sens à travers une vidéo sur YouTube. Et si le monsieur qui a fait la vidéo sur YouTube n'avait pas pris l'initiative de partager ce qu'il pensait, de partager son avis, sa vision de cette activité-là, je ne serais peut-être jamais où je suis. Je serais peut-être encore bloqué en Allemagne, en train de vouloir grimper en échelon, en train de vouloir développer des entreprises allemandes et m'inventer, alors qu'au fond, ma place est vraiment au Cameroun. Raison pour laquelle je prends plaisir à partager des vidéos vraiment gratuitement, des astuces gratuitement aux gens qui reviennent. Lorsque je rentre, je vois des personnes comme toi, par exemple, je t'étudie, je vois comment tu as fait pour réussir ton retour au pays. Tu vois, c'est important pour moi d'en parler, de dire aux gens que moi, je suis en train de suivre tes conseils, je suis en train de réussir mon retour au pays. C'est important pour toi qui me regardes de faire la même chose. Ce n'est pas important seulement, c'est urgent. Tu dois faire si tu veux rentrer au pays, tu dois faire la même chose. Et j'ai des gens qui me contactent. J'ai une dame qui m'a contacté peut-être pour citer le cas le plus récent, qui m'a contacté pour dire, elle n'est pas en Afrique, mais elle a fait une petite ferme pour son fils qui est resté en Afrique. Et elle avait avant beaucoup de difficultés de communication avec son fils et tout. Et depuis qu'elle a fait cette activité-là, son fils a trouvé sa voie. Son fils est très heureux. Ils sont en fait très, très heureux. Et c'est par mes motivations, justement, qu'elle a pris cette initiative-là. Tu vois, donc il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc voilà, je suis très, très content quand je reçois ce genre de témoignages. Et ça me pousse vraiment à faire beaucoup plus de vidéos. Pas seulement des vidéos juste comme ça, mais des vidéos qui aident voilà, vraiment des gens. Quelle est l'autre activité que j'ai oubliée? Est-ce que j'ai oublié? Voilà, mon travail. Mon travail, c'est… C'est ce que tu cites en dernier. Oui, mais c'est pas que j'aime mon travail, franchement. J'adore mon entreprise. Je crois qu'ils le savent. Mais je ne suis juste pas chez moi, c'est le seul problème. Donc, c'est vraiment le seul problème. Je suis manager de produits dans une entreprise hydraulique, donc dans le domaine hydraulique en Allemagne. Et ayant fait moi-même une formation en génie mécanique, c'est un domaine dans lequel je me suis inséré assez facilement. Et ce que je peux partager peut-être avec les gens où je pense que ça leur sera utile, c'est que c'est une entreprise vraiment allemande, donc vraiment classique. Ça veut dire même dans des succursales aux États-Unis, on vous demande de pouvoir avoir des bases en allemand. Donc, pour te dire à quel point même des certifications, des documentations dans l'entreprise sont en allemand et rien qu'en allemand. Donc, vraiment allemande, typiquement allemande. Mais c'est une entreprise que j'ai réussi à dompter. Et je les ai domptés parce que je savais, lorsque j'entrais dans l'entreprise, que j'avais besoin de flexibilité. Je ne devais pas être un salarié comme les autres. Je ne suis pas un salarié comme les autres. Dans mon entreprise, je suis un entrepreneur. Je fais beaucoup de propositions, je fais beaucoup de suggestions et je suis vraiment écouté. Je ne suis pas un gros cadre de l'entreprise, mais je suis vraiment écouté dans l'entreprise, même par le CEO, tu te rends compte. Et au début, déjà, quand je suis entré là, j'ai bataillé, j'ai travaillé dur. Donc, j'ai même fait ce qui était hors de mon cadre d'exercice. J'ai fait où des gens me prenaient vraiment pour, comme on dit au Cameroun, pour le Tinda, pour un nègre de maison, tu vois, parce que je travaillais énormément, mais je savais ce que je voulais. Donc, il y a eu comme ça, l'entreprise a racheté une autre entreprise dans un nouveau domaine où on m'a inclus là à l'intérieur et je suis allé faire le taf de tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis la personne qui maîtrise le plus cette ancienne entreprise-là et l'entreprise ne peut plus se passer de moi. Viens donc le jour où je dis à l'entreprise que moi j'aime mon pays, j'adore mon pays, je ne suis pas à l'aise en Allemagne et j'ai besoin d'être dans mon pays plusieurs fois par an. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter. Donc, pour tous ceux qui me contactent souvent en privé et me demandent « Tu fais comment pour être autant présent au Cameroun ?» alors que ce sont des trucs qui se négocient sur le contrat et avant de négocier, il faudrait que l'entreprise n'ait pas d'autre choix que d'accepter à la base. Donc, c'est un conseil que je peux donner aussi aux gens qui veulent rentrer et qui viennent peut-être de terminer les études. Lorsque vous voulez
lorsque vous vous lancez dans le domaine professionnel, il faut inclure aussi votre rêve dans ce domaine professionnel. Il ne faut pas avoir peur. J'ai dit à mon entreprise clairement que je me vois en Afrique. Mais je veux travailler encore avec vous, je dois travailler avec vous parce que ça me rapporte de l'argent, ça me rapporte de l'expérience et je vous apporte aussi énormément. Et on a trouvé un terrain d'entente qui me permet d'être, quand je veux, en fonction de mes moyens financiers, présent au Cameroun et ça me permet de pouvoir vraiment gérer ma ferme sans problème. Je crois que j'ai parlé de toutes mes activités. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Exactement. Et si j'ai bien compris, tu es présent au Cameroun plusieurs mois par an désormais. Ouais. Ok, ça te permet d'avoir une présence dans tes business. Oui, ça c'était justement ça c'était pendant les 3 dernières années parce que là vraiment sur le coup pour les années à venir, peut-être l'année prochaine même déjà, je serai installé ici définitivement. Donc il sera plus question de. J'irai plutôt en Allemagne comme je viens au Cameroun. Donc j'irai en Allemagne 2 fois par an ou 3 fois par an, mais je serai installé définitivement ici. D'accord. Donc tu vas faire vraiment du Cameroun ton lieu de résidence principal. Exactement. À partir de l'année prochaine. Exactement. Et à partir de la fin de l'année prochaine. Fin d'année. Ouais. Ok. Et à ce moment, tu passeras juste quelques mois par an en Allemagne. Oui, exactement. Ok. Ouais. Ah, mais là, c'est vraiment un décalage total par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu faisais il y a 5 ans. Et oui, c'est intéressant de voir ça. D'autant plus que beaucoup de personnes dans la diaspora en particulier veulent faire ce retour, mais n'y arrivent pas. Ouais. Donc, je voudrais savoir, avant de parler un peu plus en profondeur de la ferme porcine qui est ton activité principale, et je pense celle sur laquelle tu as le plus d'ambition, parlons un peu du retour au pays. Qu'est-ce qui te différencie, toi, de ceux qui sont pourtant nombreux dans la diaspora et qui ont l'envie de rentrer, mais qui n'y parviennent jamais alors qu'ils disent qu'ils vont le faire depuis 10 ans, et de ceux aussi qui essayent de rentrer, mais qui restent à peine quelques mois ou peut-être une année et qui repartent? Permets-moi de commencer par ce qu'on a en commun. On a de cela en commun qu'on pense au Cameroun ou à l'Afrique. Pour ceux qui sont peut-être ivoiriens ou togolais ou d'autres pays en Afrique, on a de cela en commun qu'on pense à notre pays tous les jours, plusieurs fois, chaque jour. Ça, personne ne va prétendre le contraire. Voilà. Donc maintenant, j'ai aussi de cela en commun avec d'autres personnes aussi que je parle aussi beaucoup. Donc, je parle beaucoup du Cameroun, de l'Afrique. J'exprime beaucoup mon amour pour l'Afrique. Ça, j'ai de cela en commun avec eux. Maintenant, ce qui me différencie, c'est que sur chaque geste que je pose, vraiment chaque geste que je pose, il faudrait que je trouve mon intérêt en Afrique. Parce que mon objectif n'est pas de revenir en Afrique, vivre une vie de sacrifié. Mon objectif, c'est de revenir en Afrique et vivre une belle vie, voilà, avec ma famille, tranquille, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, pour me préparer face à cela, il y a des gestes que je pose déjà dès aujourd'hui qui vont me permettre d'être plus à l'aise demain. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Je vais te prendre peut-être l'exemple de l'épargne. J'épargne beaucoup. J'épargne, bon, ces derniers temps, peut-être un peu moins parce que justement, il y a des investissements passifs que je suis obligé de faire, comme le véhicule, par exemple, que tu as vu récemment, que j'étais obligé d'acheter pour mon retour au pays et tout. Mais avant ça, il y a aussi la ferme qui nous rapporte déjà un peu d'argent. Donc, je ne mets même plus d'argent dans cette ferme, pour que ce soit pour les chats, rien. Donc, la ferme s'auto-gère entièrement et ça me permet justement de faire d'autres investissements. Mais avant ça, j'épargnais énormément. Franchement, c'était abusé, c'était vraiment abusé. Et voilà, j'ai beaucoup d'amis aussi avec qui on peut téléphoner 1-2 heures de temps. On va parler des stratégies pour rentrer et tout, mais personne ne va inclure l'épargne. Tu vois, donc les gens vont continuer à vivre leur vie normale. Ils vont louer des appartements en Europe dans des grandes villes avec 2 chambres, un grand salon, chambre pour invités et tout ça. Et moi, ce sont des dépenses que je ne fais pas. Donc, je vis dans une petite chambre, dans un sous-sol. Je ne sais pas, quand je suis dans ma chambre en Allemagne, je ne sais pas quel jour il fait dehors, quel temps il fait dehors. Je te dis la vérité. Vu que je suis aussi très casanier, il y a des fois où je peux faire 1 semaine quand je travaille de la maison, 1 semaine sans voir la lumière du jour. 1 semaine. C'est pas souvent très très cool, mais j'ai appris à m'y habituer. Finalement, ce n'est même pas voilà, ça fait pas mal. C'est pas si difficile. Et je suis épargné, je suis dans un quartier calme, tranquille, où il n'y a pas de racisme et tout. Et j'épargne énormément d'argent. Mon loyer ne vaut rien par rapport à ce que je gagne. Mon loyer, franchement, c'est rien par rapport à... C'est 1/10 de ce que je gagne, si tu veux bien savoir. Donc, on dit souvent que le loyer ne doit pas dépasser la moitié de ce qu'on gagne. Mais moi, je suis à 1/10. Donc, tu comprends vraiment que je vis presque gratuitement dans ces conditions-là, tu vois. Et je ne suis pas marié, mais même si j'étais marié, je n'aurais pas fait un mariage de luxe, tu vois, comme je vois mes amis souvent faire
un mariage où on va dépenser énormément d'argent sur un seul jour. On va dépenser 10 000, 15 000, 20 000 euros parce qu'après on va en parler. J'avais le mariage de tel, c'était bien, sa femme ou alors son mari. Voilà, Instagram et tout. Moi, je ne suis pas, même si j'étais marié en Allemagne, même si j'avais peut-être trouvé quelqu'un qui voulait revenir avec moi ici plus tôt, je n'aurais pas fait un mariage. Voilà, mon mariage peut-être ça aurait été vraiment comme une petite réunion familiale, quoi. On fait un petit truc là, voilà, pour manger et on se réjouit que deux personnes ont pu s'unir et c'est terminé. C'est pas beau, mais je pense que ce sont des sacrifices qu'il faut faire lorsqu'on veut rentrer en Afrique. Lorsqu'on a un profil comme le mien, qu'on veut rentrer en Afrique et qu'on veut, on veut être à l'aise, on veut réussir. Donc voilà, je travaille depuis pratiquement 4 ans et en un an, figure-toi, en un an, j'ai pu construire cette ferme. En un an de travail. Donc j'ai pu construire cette ferme sans dette. Donc entièrement de mes épargnes, de mes économies et tout. En un an, j'ai pu construire. L'année qui suivait, voilà, j'injectais énormément d'argent parce qu'il fallait te nourrir toi aussi. C'est pas que je prenais mon aliment, donc voilà, que je prends mon aliment, donc je te remettais beaucoup d'argent, tu le sais, pour prendre. Et cet argent-là, ça venait toujours de mon épargne. Raison pour laquelle j'insiste vraiment sur l'épargne et j'insiste aussi sur le fait de ne pas vivre des vies de folie si on veut revenir. Si on se voit, si on est déjà allemand de cœur, de sang et tout, qu'on se voit déjà là-bas, il n'y a absolument pas de problème. Mais on ne peut pas prétendre vouloir rentrer et voilà, et vivre comme un Allemand. Ouais. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, tu as donné une réponse très détaillée et tu as même abordé d'autres points. Parce qu'effectivement, tout est dans le style de vie aussi. Ça compte beaucoup. Quand quelqu'un dit qu'il veut rentrer au pays, et qu'en principe, il doit aussi se préparer financièrement parce que généralement, lorsque la diaspora dit qu'elle veut faire un retour au pays, c'est pour aller créer une activité. Et qui dit créer une activité dit qu'il faut un capital. Il faut, pour certains, un matelas de sécurité. Et ce matelas de sécurité ne peut s'acquérir qu'avec des sacrifices pour épargner un peu comme tu le fais et accepter que la vie ne va pas être aussi belle qu'elle aurait pu l'être parce qu'il y a des objectifs qu'il faut poursuivre. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit en pratique pour la plupart des personnes qui veulent faire leur retour en Afrique. Parce que quelqu'un va te dire qu'il a cette envie-là de revenir au pays, mais dans ses actes, tu vois qu'il prend un grand appartement, peut-être parce qu'il va te dire qu'il a fait des études d'ingénieur et que maintenant il doit se lâcher un peu parce que pendant les études, ce n'était pas facile. Oui, il s'est assez sacrifié. Il y a cette phrase-là, je me suis assez sacrifié. Maintenant, je dois relâcher un peu, je dois profiter de la vie. Et il prend un grand appartement qui va consommer 50% de son loyer, pardon, de son revenu, alors qu'il peut faire autrement. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont peut-être à des endroits précis où ce n'est pas possible, mais il y en a qui peuvent faire autrement aussi, mais qui ne le font pas parce qu'en tête, ils ont, voilà, l'envie matérielle dépasse l'envie de rentrer au pays et ils ne sont pas focus sur leurs objectifs. Et ensuite, ils vont prendre bien d'autres dépenses qu'on connaît. Pour tous ceux qui ont vécu en Occident, on sait qu'il y a la voiture qui va te consommer des centaines d'euros par mois parce que tu la prends à crédit. En fait, on vit à crédit. On vit à crédit. Le matelas à crédit, le canapé, tu aménages la maison, c'est très joli, mais c'est à crédit. Voilà, tu as des dettes envers Ikea, tu as des dettes envers, je sais pas, Darty, la Fnac et autres. Enfin, toutes les enseignes qui vendent de l'électroménager ou des voitures, tu es endetté envers Peugeot. Et c'est un peu ça le cycle. Et au final, quand tu es dans cet engrenage de dette, tu ne peux pas vraiment sortir la tête de l'eau et arriver à changer de vie. Parce que c'est un changement de vie. Et forcément, il faut être préparé et pour ça, il faut d'abord se sacrifier. Donc, c'est très important le point que tu abordes. Et tu as parlé aussi du partenaire de vie. Parce que tu as parlé notamment de si tu avais déjà quelqu'un avec qui tu comptais rentrer. Et ça, c'est important parce que certains aussi vont se mettre avec une personne. Ça, c'est des cas qu'on voit souvent, que j'ai souvent eu à voir en Occident. Quelqu'un qui se met avec une autre personne qui n'a pas pour objectif de rentrer. À un moment, il y a des phasages et ça crée parfois des divorces là où ça ne devait pas être le cas puisque dès le départ, si quelqu'un sait qu'il est amoureux de l'Afrique, il devrait ménager sa monture en se préparant dès le départ. On dit qu'il va loin ménage sa monture. Donc, dès le départ, tu dois savoir, je vais rentrer en Afrique. Donc, il me faut quelqu'un qui veut aussi rentrer en Afrique, que ce soit homme ou femme, peu importe. Dans les deux cas, si quelqu'un veut rentrer en Afrique, il faut bien que son partenaire le veuille aussi pour éviter certaines discordes qui peuvent être fatales au couple. Donc ça aussi, c'est un point important que tu as mentionné. Donc voilà, ta réponse était très détaillée. Je pense que ça va
intéresser beaucoup de ceux de la diaspora qui nous regardent et qui ont ce type de projet. Ouais. Je pense aussi que si tu me permets d'ajouter, il y a aussi, en fait, je t'ai présenté mon petit frère qui a eu son visa, qui s'envole pour l'Allemagne bientôt. Et je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit en Allemagne déjà, aujourd'hui c'est un peu moins, mais à l'époque c'était très compliqué déjà d'avoir une copine parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, beaucoup de filles sur les Camerounais qui voyageaient ou bien les Africains qui voyageaient. Donc aujourd'hui pour les Camerounais ça va un peu, mais il y a des nationalités comme des Togolais par exemple, où peut-être dans la communauté togolaise il n'y a pas assez de filles, tu vois. Où voilà, finalement, le résultat, c'est quoi? C'est que les gens se mettent en couple par nécessité, tu vois. Donc, mon petit frère me disait, j'ai peur que je vais peut-être pas choisir la femme de ma vie parce que je veux revenir et tout, tu vois un peu. Donc, j'ai peur qu'il faudrait que je sacrifie même ce côté-là pour rentrer. Et moi, je lui disais, le plus important, c'est de faire un choix déjà. Tu vois, parce que toi, tu nous parlais tout à l'heure de choisir une partenaire ou un partenaire qui épouse aussi, du moins qui, lorsqu'on est à la ferme, on est à l'aise. Il faudrait que la personne aussi veuille venir à la ferme et se sente à l'aise à la ferme. Mais moi, je disais à mon petit frère que l'étape précédente est encore plus intéressante. Parce qu'en Allemagne, je sais que toi, tu as fait la France et que là-bas, c'est différent. Mais en Allemagne, déjà, le défi, c'est de pouvoir choisir sa compagne ou son compagnon. Tu vois, c'est très important parce que beaucoup ne choisissent même pas. Tu vois, beaucoup se mettent juste en couple. Figure-toi qu'il y a des gens qui se mettent en couple pour pouvoir économiser sur les impôts. Ça va, et sur le loyer aussi. D'autres se mettent en couple pour économiser sur le loyer. D'autres se mettent en couple parce qu'il est temps de faire des enfants. On est assez âgé, il faut faire des enfants. Donc, en fin de compte, on ne choisit pas son compagnon. Et lorsqu'on est quelqu'un comme moi qui veut rentrer en Afrique, qui voit sa vie en Afrique, et qu'on n'est pas déjà capable de choisir sa personne, son partenaire ou sa partenaire de vie, c'est très dangereux. Moi, j'ai envie de dire, il ne faut même pas rentrer. Parce que pour rentrer, il y a beaucoup de choix à faire. Il y a beaucoup de choses que tu dois délaisser parce que, même si ça te plaît, mais tu dois délaisser. Tu peux voir une femme ou un homme qui te plaît, mais où tu te dis, la personne ne passe pas, en fait, tu sais au plus profond de toi que la personne ne passe pas avec ta vision. Ça, c'est bien si tu veux rentrer en Afrique. Tu vois, et puis tu vas forcer parce que non, il faut que tu sois en couple. Et en Allemagne, c'est vraiment très récurrent. Tu vas te dire, il ne faut pas que je loupe cette occasion de me mettre en couple. Parce qu'après, ce sera trop tard. Après, je vais rester célibataire très longtemps. Justement, j'ai envie de dire à ce genre de personnes de ne pas se précipiter. J'ai envie de dire à ce genre de personnes de... Voilà, si on veut rentrer au pays, le pays doit être la priorité. Très important. Pour moi, le pays, c'est ma priorité. Même sur mes parents, même chez mes parents. Il n'y a rien aujourd'hui que mon père va me dire de faire concernant le pays, que ça va dépendre de lui. Si mon père me dit, par exemple, attends un peu, c'est le conseil que je crois que tous les papas donnent. Il faut travailler encore un peu avant de rentrer. Il y a des élections présidentielles au Cameroun, ça sera dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'a aucun impact sur moi. Mon père, aujourd'hui, lui-même, il le sait. Au début, il pensait que voilà, tout dépendait de lui et tout. Mais quand il est venu un jour, on avait déjà fini de construire la ferme et tout. Il m'a demandé où j'ai pris autant d'argent. Donc tu n'en tiens pas compte. Je n'en tiens pas compte et je me suis mis dans les conditions pour rester focus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que même si en Allemagne aujourd'hui, je rencontre une fille qui, même si elle me plaît et tout, et qu'elle ne veut pas rentrer en Afrique, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne vaut pas la peine. Mais je vois beaucoup de gens se mettre malgré ça en couple, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, l'autre point que je voulais aussi aborder concernant le retour au pays, on en a déjà parlé, c'est aussi même le choix des amis. Tu vois, même le choix au pays, il faut déjà avoir un certain réseau. Tu vois, il faut être présent déjà même au pays plusieurs fois comme je le fais. Parce que tu m'as demandé ce qui me différencie des gens. C'est aussi ça qui me différencie des autres. Tu vas voir combien de personnes qui travaillent en Allemagne qui sont au Cameroun 3 fois par an. Il y en a, mais il y en a qui le font juste pour frimer. Il y en a qui le font juste pour montrer qu'ils voyagent. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent au Cameroun, ils vont peut-être jouer leur vie et tout, et puis ils vont rentrer. Mais quelqu'un qui est vraiment entrepreneur, qui veut vraiment rentrer au pays, combien prennent soin de rentrer au pays 3 fois, 2 fois, même 1 fois chaque année? Très peu le font. Pourtant, c'est la clé. Pourtant, on passe par là. C'est en venant au Cameroun que je t'ai rencontré. C'est en venant au Cameroun que j'ai formé un réseau derrière toi. C'est en venant au Cameroun que j'ai rencontré le docteur Arnaud qui travaille avec toi, que j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes. Papa Wata qui est aujourd'hui mon mentor aussi. C'est en étant présent au Cameroun que je l'ai rencontré et qu'il est prêt à décrocher mes appels même à 23 h. Donc, derrière l'activité que je veux faire, il n'y a pas juste la ferme. Tu vois. À l'extérieur de la ferme, là, il y a des... Pardon. À l'extérieur de la ferme, il y a des réseaux. Il y a des réseaux qu'on s'est créés
Et ça ne passe que par, voilà, lorsqu'on est présent au pays. Oui, tout à fait. Le retour au pays ne se fait pas brusquement. C'est Ouais. un processus, c'est Exactement. progressif. Et au fur et à mesure qu'on est dans ce processus-là, on commence déjà par revenir régulièrement, même si c'est pour des courts séjours, et on se constitue un réseau, on démarre déjà une activité, et avec le temps, on finit par, comme tu dis, avoir un réseau, avoir aussi une activité qui commence à tourner. Et là, on peut mieux envisager l'avenir au pays lorsqu'on a déjà bâti ces éléments, un peu comme là où tu en es aujourd'hui. Tu arrives à te projeter au pays parce que tu as déjà commencé à bâtir une activité qui tourne déjà et tu as déjà un certain réseau aussi. Et ça, permets-moi, s'il te plaît, de dire aux gens que ça devient évident. Donc, ça devient, lorsqu'on a fait ça, ça devient évident de rentrer au pays. Tu vois, ce n'est plus, lorsqu'on réserve son billet, on ne dort plus, on compte les nuits pour prendre l'avion, aller au pays parce que quelque part, on est déjà au pays. Donc, lorsqu'on a déjà des réseaux, lorsque la plupart de son réseau, la plupart des appels qu'on reçoit, ça vient du pays, ça devient évident qu'on doit être au pays. Et pour vraiment fermer ce point-ci, si tu me permets, les gens devraient faire l'effort d'atteindre ce point-là où le véritable sacrifice, c'est de vivre en Europe ou en Occident. C'est très important. Donc, le véritable sacrifice doit être de vivre en Occident et non de vivre au pays. Parce que moi, aujourd'hui, je suis au pays, je vis ma belle vie. Donc, si les gens me suivaient, par exemple, sur les statuts WhatsApp, sur Snapchat et tout, ils allaient m'envier. Parce que beaucoup de gens m'envient. Même les gens qui sont au pays m'envient déjà de la vie que j'ai ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ici, c'est ma vie que je suis en train de vivre. Et en Allemagne, c'est la vie de quelqu'un d'autre. En Allemagne, je dois faire semblant d'être telle personne, je dois faire semblant d'avoir compris ceci, je dois laisser passer ceci parce qu'il ne faut pas trop se plaindre dans le cadre professionnel. En Allemagne, voilà, il y a beaucoup de choses, même avec les autres Africains de l'Allemagne, on fait beaucoup semblant. Il y a des vérités qu'on ne peut pas dire parce que peut-être tu as réussi, telle personne n'a pas réussi, ou alors, voilà, il y a trop de points comme ça où il faut faire semblant. Donc, lorsqu'on atteint ce niveau-là, ou lorsqu'on est en Allemagne, on sent que c'est là où on fait le sacrifice. Crois-moi, cette personne est déjà sur la voie pour entrer au pays. Ah, super. Ça, c'est vraiment bien dit. Et ça va parler à beaucoup de gens qui sont dans cette situation, sûrement. Maintenant qu'on a parlé de ton retour, toi, de tes projets personnels, parlons un peu de l'activité en elle-même. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans l'élevage de porc et quels sont tes objectifs sur le long terme, sur 1 an, sur 5 ans, ainsi de suite? J'ai envie de dire, quand on veut faire quelque chose, on le fait. C'est simple. Je ne sais pas s'il y a deux façons de le dire. Quand on veut faire quelque chose, on le fait. Voilà. Donc, quand j'ai lancé cette activité, je voulais lancer, je l'ai lancée. Au départ, je ne savais pas que je serais où je suis aujourd'hui. Au départ, dans la ferme, je vais t'envoyer des images. Voilà, tes abonnés vont voir qu'on a retransformé même la ferme pour pouvoir s'adapter aux besoins du marché. Parce que lorsque j'entrais dans cette activité-là, je comprenais certes le besoin du marché, mais je ne comprenais pas le marché, je ne comprenais pas l'activité à 100%. Donc, je me suis lancé et aujourd'hui, j'ai compris qu'on peut faire de l'élevage de porc et se spécialiser dans la vente des porcelets. Juste la vente des porcelets et avec ça, on gagne pas mal d'argent avec cette activité-là. Tu le sais bien parce que c'est à toi que je vends, entre autres, mes porcelets. Tu es le plus gros client. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de me sentir moins minable. Parce que au départ, quand j'ai lancé, je croyais avoir bien fait, avoir trop fait déjà à mon niveau. Mais quelques mois après, j'ai compris que je ne vaux rien. Donc, j'ai compris que… Donc, tu sens que tes quantités produites sont petites. C'est énormément… Ta production est faible à tes yeux. Elle est très, très, très faible. Donc, aujourd'hui, on est au niveau où on produit des porcelets. On fait l'effort de faire aussi un peu d'engraissement, mais on est vraiment spécialisé sur les porcelets. On a maîtrisé cette activité-là déjà. Aujourd'hui, j'en suis fier et je remercie déjà tous ceux avec qui je travaille, qui m'accompagnent, avec qui je travaille directement ici. Donc, c'est une activité qu'on a réussi à maîtriser. Tu as constaté toi-même de par la qualité des porcelets que tu reçois, justement, ils sont toujours au top. Il n'y a pas une vague que tu vas recevoir qui se porte bien et l'autre vague qui se passe une autre truie, non. Donc, toutes les truies sont bien traitées, les verras sont bien traités pour pouvoir derrière avoir des porcelets de bonne qualité. Et ces porcelets-là, lorsqu'ils viennent au monde, dépendent déjà dans un premier temps, comme tu le sais très bien, de leur mère. Mais après une semaine et demie, 2 semaines, on essaye rapidement de créer une certaine indépendance en leur donnant justement un aliment. C'est fantastique hein, parce que l'aliment, je le prends directement chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je suis vraiment fier. C'est là où je veux aussi montrer cette puissance-là, vraiment d'investir au pays, de travailler ici au pays parce que on n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on est intelligent.
Quand on est en Europe, quelque part, on ressent souvent ce besoin-là. Quand on me dit, par exemple, tu es en Europe depuis combien de temps? J'ai dit 10 ans. Mais tu parles bien allemand. Ça me gêne et ça me plaît, tu vois. Mais lorsqu'on est en Afrique, lorsqu'on est au pays, ici, au Cameroun, il suffit simplement de voir comment nous deux on travaille. Nous sommes deux jeunes, tu vois. On a réussi à trouver une sorte de collaboration. Tu me donnes de l'aliment de prédémarrage de bonne qualité que je vais sevrer les porcelains avec, leur donner pour leur permettre de réussir leur croissance. Et je vais appliquer derrière tes conseils. Je vais réussir la croissance. Lorsque j'arrive au niveau du démarrage, je prends ces porcelains-là, je te donne parce que tu as beaucoup plus de ressources, parce que voilà, tu comprends mieux le marché, tu as plus d'expérience. Je te les remets, tu les engraisses, tu continues à les engraisser et tu les sors sur le marché. Tu vois ce que je veux dire? Donc, derrière, je ne peux pas dire que je ne sors pas le porc sur le marché parce que je suis justement sur la ligne, je suis justement sur la chaîne de production et voilà, j'interviens au départ, après je te donne, je te file le relais et tu continues. C'est vraiment une très grande fierté. Je profite justement sur cette interview pour le dire, n'est-ce pas, que c'est une très grande fierté pour moi. Tous les gens qui travaillent ici sont très très jeunes, ce sont mes égaux. Voilà, les collaborateurs, les partenaires aussi les plus proches avec qui je travaille comme toi sont mes égaux. Ils sont très très sérieux. Vraiment, il n'y a pas de galère, il n'y a pas voilà, les galères à l'africaine comme on peut toujours s'imaginer en ce qui concerne investir en Afrique. Donc, du coup, notre objectif, ce sera de produire encore plus de porcelain, vraiment plus de porcelain. On en a parlé tout à l'heure, je te disais que voilà, juste derrière la ferme, on veut construire un bâtiment de reproduction, un bâtiment qui va être capable de porter jusqu'à 16 ou 17 truies avec 2 verras. Donc, lorsqu'on aura construit cela, aujourd'hui déjà, on est en train de faire déjà la sélection des reproducteurs. Donc, juste derrière nous, là, on a déjà quelques reproducteurs qu'on a déjà sélectionnés pour le bâtiment qui arrive. Pour les mises bas qu'on a eues récemment, jusqu'à ce matin encore, à chaque fois, on essaie de sélectionner, de faire attention de ne pas avoir de consanguinité et tout ça. Donc, on sélectionne vraiment les meilleurs pour continuer justement cette reproduction-là et augmenter les cheptels. Actuellement, on a, c'est quoi, 8 truies, 7 truies, 7 truies et 2 verras, 8 truies, j'ai pas ça en tête. Actuellement, on doit avoir 7 ou 8 truies et 2 verras actuellement et ajouter aux 17 qu'on va avoir probablement très très bientôt, si Dieu le veut, on va être capable donc de produire jusqu'à 700 porcelains par an. Tu vois, donc on n'a pas cet l'argent pour les ressources pour nourrir 700 porcs par an, pour tenir 700 porcs, pour produire 700 porcs par an. Mais c'est formidable, c'est fantastique que voilà, des personnes comme toi, des personnes sérieuses, professionnelles, qui comprennent voilà, ma mentalité aussi, parce que je viens d'ailleurs, toi aussi tu viens d'ailleurs, donc du coup on se comprend et on comprend aussi qu'il faut avoir la mentalité d'ici aussi pour réussir. Donc du coup, savoir que je vais produire 700, bientôt je vais produire 700 porcelains par an et ces 700 porcelains là seront entre de bonnes mains, vont devenir des porcs de bonne qualité qui seront livrés voilà, dans des ménages. Je suis content et je trouve que je suis plutôt en train d'atteindre mes objectifs. Ah, super. Et ça nous donne un bon aperçu de ce dans quoi tu te projettes avec cette activité-ci. Exactement. Ouais. Et j'ai bien compris que tu as une passion pour ça aussi. Et ça me rappelle une précédente interview avec M. Maïmo, un de mes clients, banquier, qui s'est converti à l'élevage de porc, qui avait aussi eu cette passion. Et à un moment, la flamme le dévorait vraiment. Il a voulu se lancer. Et il préfère largement ça à son métier à la banque, bien que c'était un métier dans une banque vraiment bien réputée de la place. Hein. C'était pas n'importe quelle banque, mais il a préféré malgré tout l'élevage de porc et il est beaucoup plus à l'aise. Quand je le vois aujourd'hui travailler là-dedans, je sens vraiment des étoiles dans ses yeux. Il est épanoui, vraiment ça, il faut le dire. Et c'est formidable. J'aime voir des clients comme toi, comme lui et même bien d'autres qui me parlent avec beaucoup de reconnaissance et en même temps beaucoup de plaisir aussi de leur activité. Je sens qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font et je sens que mes produits, mes conseils, mon accompagnement a apporté un plus. Je vais dire dans leur activité, mais pas que, même dans leur vie. Parce que cette activité, c'est quelque chose qu'ils font aussi par passion. Donc, quelque part, ça impacte même leur bonheur globalement dans leur vie par rapport à s'ils faisaient un autre métier qu'ils n'apprécient pas. Et j'aime beaucoup entendre souvent les retours de clients comme ça parce que ces métiers, moi-même, je suis passionné par ce que je fais. Et quelque part, c'est toujours un plaisir et c'est une forme de récompense pour moi lorsque j'entends des clients dire ce genre de mots. Donc, je t'encourage beaucoup. Je t'encourage vraiment à continuer et je confirme aussi la qualité de ce que tu produis parce que tes porcelains sont vraiment de très bonne qualité. Tu as parlé des quantités qui sont petites.
aujourd'hui, mais je sens vraiment la maîtrise dans ces quantités-là et c'est le plus important avant tout d'asseoir la qualité. Et voilà, tu le fais bien, ton équipe le fait bien, tu manages ta ferme vraiment du mieux que tu peux et les résultats sont là. Et voilà, je te souhaite vraiment de continuer sur cette lancée-là et de maintenir la qualité. Merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour des activités et autres. On a parlé de la diaspora, du retour en Afrique, de ton activité d'élevage de porc. Comment est-ce que tu envisages aujourd'hui le retour en Afrique avec ces différentes activités? Bon, celle-ci étant la principale, mais comment est-ce que tu te vois en 2026, après ton retour au pays, étant ici désormais la majorité du temps de l'année? Si tu apprécies nos contenus et que tu veux nous encourager à en faire davantage, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos sur comment réussir ton projet d'élevage en Afrique. Ça, c'est une très, très, très bonne question parce que c'est une question qui est fondamentale. C'est une question qui est fondamentale. Lorsqu'on est arrivé au niveau où je suis, où on est tout prêt à sauter le pas, tu vois, à faire le pas, à passer définitivement en Afrique, on doit se poser cette question. Raison pour laquelle j'ai dit vraiment, c'est une très bonne question. Mon objectif, déjà, ce serait, c'est où je vais peut-être surprendre. Mon objectif serait que les gens qui travaillent avec moi, les gens qui ont commencé avec moi, les gens qui m'ont fait confiance, qu'ils soient capables de vivre, eux et leur famille, dignement. Dignement, parce que pour le moment, ce n'est pas encore vraiment le cas. Pour le moment, nous tous, nous nous sacrifions. Je ne suis pas le seul qui se sacrifie. Donc, j'aimerais qu'en 2026 déjà, que mes collaborateurs déjà puissent aujourd'hui, du moins à ce niveau-là, à ce moment-là, me remercier de cette idée que j'ai eue d'élevage de porc, de cette affaire d'élevage de porc, comme mon père aime bien le dire, ton affaire d'élevage de porc là. Donc du coup, c'est déjà ça mon souhait, parce que le retour en Afrique ne serait pas gagnant si moi je vis bien et les autres ne vivent pas bien. Parce que pour la petite histoire, tu le sais déjà, je veux profiter pour compter à tes abonnés, c'est avec mon frère, mon grand frère direct, donc après lui c'est moi, avec qui je travaille et on a essayé de partager les sacrifices. Donc lui c'est quelqu'un qui a accepté de se sacrifier sur le plan local. Ça veut dire qu'il ne part pas en boîte de nuit coller les petites, il n'a pas les grosses voitures, il ne joue pas le paraître, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes malheureusement aujourd'hui au Cameroun, qui paraissent plus qu'ils ne sont. Donc lui, il a accepté vraiment de mouiller le maillot. S'il porte par exemple un habit qui est peut-être déchiré et tout, pour travailler, il n'en a pas honte. Et le fait de dire, parce que hier il était carreleur, technicien justement dans des bâtiments et tout, qu'il ait laissé tomber tout ça pour venir travailler avec moi ici et faire des tâches qui ne sont pas nobles. On va pour se dire la vérité, ça prouve, c'est beaucoup de courage de sa part. Beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement, justement. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'on a commencé, il fallait qu'il se forme. Donc déjà, accepter d'aller se faire former chez Loïc Kamois, qui a aussi une chaîne YouTube que peut-être les gens connaissent. Donc, accepter d'aller se faire former à Bafia, chez Loïc Kamois, ça c'était vraiment en bourse. Vraiment, vraiment en bourse. Lui, il a reçu une bonne formation, une gentille formation, et où moi aussi, étant en phase de sacrifice, comme j'ai dit, pour construire cette ferme en juste un an, il a aussi fait payer les pots cassés de ce sacrifice-là. Il a accepté de vivre avec vraiment le minimum, le strict minimum, c'est-à-dire besoin de manger, le besoin de boire, le besoin de dormir, c'est terminé. Donc exactement comme moi aussi, que je me prive beaucoup, lui aussi s'est beaucoup privé et aujourd'hui encore, il se prive encore beaucoup. Il fait énormément de sacrifices. Et si en 2026, comme tu as dit, je suis à l'aise, je commence à répondre à ta question en disant je veux être à l'aise, je veux vivre ma vie de rêve en Afrique, sans penser d'abord à lui, ce serait malhonnête, ce ne serait pas gentil de ma part, raison pour laquelle mon objectif d'abord, je ne sais pas si moi je serai à l'aise comme je veux en 2026, ce n'est même pas important pour moi. Le plus important, ce serait déjà de voir les deux personnes avec qui je travaille être heureux, être content d'avoir participé à ce projet, d'avoir fait confiance. Parce qu'on a eu quelques personnes qui étaient dans le projet, qui sont parties, tu connais, c'est toujours comme ça, qui sont partis parce qu'ils n'y ont pas cru, qui sont partis parce qu'ils ont écouté ce qu'on a dit à gauche, à droite. Mais voilà, que ceux-là qui sont restés depuis le départ,
qu'ils soient à l'aise en 2026, c'est mon objectif. Super. Ouais. Oui, c'est un point important que tu abordes. Parce que là, tu as parlé beaucoup plus de la ressource humaine. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs négligent. Quand ceux qui sont à l'extérieur viennent souvent investir, j'en vois beaucoup. Et je le dis souvent en vidéo, j'ai plusieurs clients qui sont de la diaspora. Certains que je vois avoir des difficultés parfois, de différents ordres. D'autres que je vois bien réussir dans leur business. Bon, même s'il y a toujours des difficultés, évidemment, mais d'autres que je vois bien réussir, d'autres comme toi aussi que je vois vraiment évoluer, dont j'observe l'évolution. Et grosso modo, je peux dire que ce qui fait la différence, que ce soit pour un entrepreneur ici, qu'il vive au Cameroun ou bien dans un autre pays d'Afrique, ou bien même qu'il soit en Occident et qu'il pilote son business depuis l'étranger la majorité du temps, dans tous les cas, le plus important, c'est d'abord la ressource humaine. Beaucoup parlent du capital, beaucoup parlent de plein de sujets. Est-ce que il me faut un terrain pour lancer ma ferme porcine? Il me faut du cash pour acheter les aliments, pour acheter les sujets. Bon, voilà, autant de sujets. Mais quand tu regardes bien le fond, et je pense que toi, tu as dû le constater avec le temps, la main-d'œuvre qualifiée et surtout de la ressource humaine. Et quand je parle de qualifier, ce n'est pas seulement au niveau technique. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui comprend comment un porc, c'est-à-dire la physiologie du porc et la biologie, ainsi de suite, la zootechnie. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi quelqu'un qui est fiable, qui sait comment se comporter dans une entreprise, qui sait que l'entreprise compte sur lui et qui a les attitudes qui sont favorables au développement de l'entreprise, qui saura par exemple manager peut-être ce qui lui est confié de façon honnête, qui ne va pas voler, qui va rendre des rapports fiables, ainsi de suite. Et c'est tous ces aspects-là qui font aussi une personne vraiment qualifiée pour le poste. Et lorsque tu n'as pas cette personne qualifiée pour le poste, tu n'iras nulle part, quelle que soit ta motivation ou ton engouement, malheureusement. Et c'est ce qu'on ne dit pas assez aussi. Il faut de la ressource humaine de qualité, que ce soit qualité technique et qualité morale. Et je dirais même que la qualité morale dépasse la qualité technique en termes d'importance. Bien sûr. Parce que quand quelqu'un a la bonne attitude et la bonne moralité, tu peux former un peu comme tu as fait avec ton frère. Tu as contribué beaucoup à sa formation. Il ne connaissait rien de l'élevage de façon générale, ni de porc, ni de quoi que ce soit d'autre. Mais tu as beaucoup investi sur sa formation parce que tu as vu en lui le potentiel, parce qu'il avait la moralité qu'il fallait, la motivation qu'il fallait, et tu as investi en lui pour qu'il acquiert la technicité. Et aujourd'hui, je le vois travailler, il est épanoui, il est vraiment à l'aise dans ce qu'il fait. Tu sens vraiment quelqu'un, en fait, tu peux croire que c'est quelqu'un qui est dans le port depuis longtemps, pourtant, c'est quelqu'un qui a commencé l'activité avec toi. Et voilà, et c'est vraiment, c'est beau à voir, c'est vraiment plaisant. Mais tout ça pour dire que cette ressource humaine-là, elle est capitale. Et j'insiste auprès de mes abonnés, toujours de trouver la bonne ressource humaine avant même de penser à lancer des bandes ou à investir dans des grosses bandes de sujets, avant de penser à avoir une très grosse capacité dans sa ferme. Trouver d'abord les bonnes personnes qui vont accompagner cette croissance parce que sinon, ça ne servira à rien. Voilà. Et je voulais terminer l'interview en parlant de retour au pays encore, mais sous un autre angle, le business en Afrique. Je sais que dans mon audience aussi, il y a pas mal de gens qui sont dans la diaspora. Je le vois dans les statistiques de YouTube. Et je sais que beaucoup ont envie de lancer un business au pays, que ce soit dans l'élevage ou dans d'autres secteurs. Et beaucoup aussi sont parfois découragés d'office, avant même d'avoir posé la première pierre, parce qu'ils connaissent des expériences de d'autres personnes de la diaspora qui ont eu des catastrophes dans des business qu'ils ont lancés, ou alors parce qu'eux-mêmes ont eu à essayer avant, un peu comme toi, tu as parlé de lapin, tu as parlé d'autres choses, ils ont eu à échouer parfois. L'échec est tout à fait normal en entrepreneuriat, ça peut arriver, mais certains ne le perçoivent pas comme ça et certains concluent qu'ils ne peuvent plus rien lancer parce qu'au pays, les gens sont malhonnêtes, les gens font ci, les gens font ça. Et voilà, j'ai été avec un technicien, il m'a escroqué, j'ai été avec un maçon, voilà. Et du coup, ils tirent leurs conclusions et ils ne veulent plus rien faire parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent rien réussir globalement dans ce qu'ils font au pays, surtout étant à distance. Parce qu'ici, c'est surtout la distance qui joue. Ils se disent, si je suis à distance, non seulement étant là localement, ce n'est pas facile non plus, mais en plus, je suis à distance, ce sera encore plus difficile. Et parfois, j'ai déjà eu à échouer. Comment est-ce que je fais?
Là, je reviens à toi et je voudrais avoir aussi tes quelques conseils parce que ta ferme aujourd'hui, elle tourne, elle produit des porcelets de qualité. Ça veut dire que le management est bien fait, bien suivi et quelque part, tu dois avoir quelques clés qui te permettent d'y arriver. Donc, étant à distance aujourd'hui, bon, bien que tu sois déjà dans le processus de retour au pays, quand même, tu es déjà là plusieurs mois par an. Mais étant à distance, malgré tout, la majorité du temps pour l'instant, comment est-ce que tu fais pour gérer cette activité et pour arriver à avoir de bons résultats? Gérer l'activité, ce n'est pas, il faudrait qu'on précise. Gérer l'activité, c'est impossible de dire pour gérer mon activité d'élevage de porc, je dois gérer juste tout ce qui a trait avec l'élevage de porc. Gérer une activité, lorsqu'on est à distance, gérer une activité qu'on a au pays, c'est gérer même la famille. C'est gérer sa famille, c'est gérer ses amis, savoir gérer ses amis, c'est savoir gérer même les voisins. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de compétences qu'il faut mettre en jeu pour pouvoir réussir, n'est-ce pas, seulement la gestion de son activité. Je vais donner un conseil aux gens, aux personnes qui me regardent, c'est que lorsqu'on veut investir au pays, il faut d'abord commencer par diminuer la dépendance. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que quand on veut faire un truc, quand on veut faire peut-être de l'élevage de porc, par exemple, comme c'est mon cas, ici au pays, on a forcément besoin d'aide. On a forcément besoin d'aide. On a forcément besoin, même si on prend un technicien pour construire les bâtiments et tout, un technicien en qui on a confiance et qu'on paye, on a besoin peut-être de l'œil d'un frère, l'œil d'une soeur, d'un cousin qui va venir quand même visiter et tout. Dans l'état d'esprit, le mental des gens, ça devrait être normalement de diminuer cette dépendance-là. Je sais ce que je suis en train de dire parce qu'on ne comprend pas ça partout. Et c'est quelque chose que j'ai pris la peine d'expérimenter. Si on veut réussir son activité, il va falloir apprendre à apprendre et désapprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont fini leurs études, peut-être comme moi en génie mécanique, on s'assoit, on a déjà trouvé un travail. Et tout ce qu'on fait quand on finit le travail, quand on finit son boulot, on rentre à la maison, on met des vidéos sur Facebook et tout, on se couche, on dort, le lendemain, on part au travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, là, on a appris quelque chose et on ne veut plus apprendre d'autres choses. Et là, on a une mauvaise habitude qu'il va falloir désapprendre. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort pour apprendre beaucoup d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, même à distance, tu as des mécanismes que tu peux mettre sur pied pour résoudre certains problèmes toi-même et ne pas passer par des gens. C'est très important. Les gens par qui tu passes doivent être des gens que tu as sélectionnés. J'ai parlé de mon frère tout à l'heure. Sur lui repose beaucoup de tâches ici et c'est parce que c'est voulu. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on va dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller transporter l'aliment? On prend l'aliment chez toi tout le temps. Tu vois, à chaque fois, nous, on a toujours le transport qu'on paye pour transporter l'aliment de la provenderie pour chez nous. C'est un exemple concret, c'est un très bon exemple. Quelqu'un d'autre va penser, par exemple, que pour réussir mon activité, Douglas a dit qu'il fallait économiser, machin. Donc, ça veut dire que non, si j'ai quelqu'un qui peut transporter mon aliment, je dois lui faire confiance et lui donner, voilà, il va faire ça pour moi gratuitement et tout. Mais c'est là l'erreur. Parce que dès lors que tu dépends déjà de lui en termes de transport, un jour, tu vas entendre qu'on a fui avec ton aliment. Un jour, tu vas entendre qu'avant d'aller livrer ton aliment, il s'est arrêté en route pour boire une bière et il y a eu des oiseaux qui étaient contaminés, qui sont venus sur ton aliment et ça a tué toutes tes bêtes, tu vois. Donc, je veux dire, à chaque fois que tu dépends de quelqu'un, tu te crées beaucoup plus de problèmes. À chaque fois que tu dépends de quelqu'un que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas, que la personne aussi ne gagne presque rien derrière, tu es en train d'augmenter vraiment tes possibilités d'échec. Raison pour laquelle je dis encore et j'insiste encore, ce qui dépend de nous doit être géré par nous. Ça d'abord, ça doit être clair. Le management de ma ferme, tous les lundis soirs, quand je suis en Allemagne, on s'appelle vidéo. Moi, je cherche la connexion Internet. Il ne faut pas, c'est des investissements à faire. Je cherche la connexion Internet, on s'appelle, tu filmes l'affiche pendant qu'on parle, on va regarder. OK, la bande, par exemple, qui est derrière nous, c'est les 4 reproducteurs. On va dire les reproducteurs, la bande des 4, par exemple. Quel était le poids aujourd'hui? Quel était le poids la semaine dernière? Combien est-ce qu'ils ont consommé? Pourquoi est-ce que la consommation a baissé au lieu d'augmenter pendant que les porcs sont en train de grandir? Pourquoi est-ce que la semaine dernière, ils ont pris 4 kilos et cette semaine, ils ne prennent que 2 kilos? Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas malades? On appelle peut-être un vétérinaire, le docteur Arnaud et tout, pour venir peut-être nous aider ici. Ou alors on essaye vraiment de regarder s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si moi, je ne fais pas ce travail, ou alors si je demande à quelqu'un, Justin, s'il te plaît, tu peux m'aider à filmer la fiche de pesée à la ferme et tu m'envoies parce que personne ne veut m'envoyer ça à la ferme.
il y a une façon de faire. Tu vois, il y a vraiment une façon de faire qu'on doit adopter lorsqu'on gère son activité sur place. Je dis toujours, des activités comme l'élevage de porc, quand c'est à une petite échelle, on peut bien gérer sur place. On peut très bien gérer sur place. Il suffit de pouvoir gérer les personnes vraiment qu'on aurait choisi. Ce qui, beaucoup d'activités vont dépendre, tu vois. Si on sait les gérer, si c'est qu'ils sont contents de travailler avec nous, on a déjà résolu le plus grand problème. Maintenant, derrière, ce qui dépend de nous, ce que nous devons le faire, il faudrait qu'on le fasse. Parce que beaucoup de personnes vont dire, on m'a arnaqué au pays, mais oui, mais tu as donné les clés à quelqu'un de t'arnaquer. Je veux dire, si tu lances l'os à un chien, le chien va prendre. C'est ça. Parce que si tu as une activité comme l'activité ici, tu ne connais même pas la quantité tu n'as pas les fiches, tu n'as pas les informations sur la quantité d'aliments qui est consommé ici. Si on te prend 200 comme magasin, tu fais comment pour savoir? Tu n'as absolument rien pour savoir. Il y a des gens même qui sont tellement... Pour moi, hein, je suis désolé pour ceux qui me regardent, mais c'est de la paresse. Il y a des gens qui sont encore plus paresseux, qui réussissent à se faire arnaquer lors de la construction de leur ferme. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement parce qu'ils sont un peu désordonnés, parce qu'ils simplifient aussi l'Afrique. Ils simplifient un projet qu'on lance en Afrique. Si pour construire ma ferme, j'ai eu besoin de 20 000 euros, j'ai mis 22 000 euros de côté. 2 000 euros, c'était voilà, le billet d'avion, les petits cadeaux que je vais faire aux gens pour qu'ils comprennent que nous sommes vraiment ensemble, etc. C'est un travail qu'il faut faire. Ce n'est pas à négliger. Mais qu'est-ce que les gens font? Les gens, généralement, ne font rien. Ils partent vers des gens, on leur vend un projet. On leur dit, si tu investis 10 000 euros, tu auras 15 000 euros. Pour eux, c'est bon. Pour eux, le plus dur, c'est d'investir 10 000 euros. Oui. Lorsqu'il a investi 10 000 euros, pour lui, ça va. Il a fait le plus dur. Or, le plus dur n'est pas d'investir. Le plus dur, c'est de tenir. Le plus dur, c'est de gérer. Si aujourd'hui, après un peu plus d'un an, nous sommes toujours là, c'est parce que, voilà, on travaille. Si on ne travaillait pas, tu ne prendrais plus les procédés chez nous. Si on ne travaillait pas, plus personne ne voudrait plus venir prendre de la viande ici chez nous. Justement parce qu'on travaille pour maintenir les performances, on travaille pour aller encore plus loin. Et ce travail-là ne dépend pas seulement des gens qui sont ici, ça dépend aussi de moi. Donc pour toi qui me regardes, si tu as un projet de lancer ton activité en Afrique, ou alors si tu as déjà lancé ton activité en Afrique et que tu ne sois pas la personne qui travaille la plus de toute ton équipe, remets-toi en question et sache qu'il y a de très fortes chances que tu ne réussisses pas, tout simplement. Donc, tu dois être vraiment le directeur général de ton entreprise. Il n'y a pas question de distance. Aujourd'hui, on a des facilités. Aujourd'hui, tu achètes un téléphone Android à 80 €, tu donnes à ton équipe à la ferme. Ce n'est pas un téléphone, c'est un téléphone de la ferme. Tu achètes une puce de la ferme, tu mets la connexion Internet pour la ferme et les gens ont intérêt à décocher le téléphone quand tu les appelles. Ça passe aussi justement par le choix du site. Bien sûr, quand les gens vont... Ça c'est un autre problème que je vais aborder peut-être assez rapidement. Les gens qui veulent se lancer en élevage de poules, de porcs ou bien en élevage, en gros, font l'erreur de courir vers les hectares. Moi, j'appelle ça la chasse aux hectares. Donc, les gens, si ce n'est pas minimum 10 hectares pour eux, là encore, on est toujours dans le pareil. Tu vois, d'être en Allemagne, être avec mes amis. Ah oui, mon projet là, oui, je t'ai dit que j'ai pris finalement le terrain de 10 hectares là. Oui, j'ai pris. Oui, finalement, oui, j'ai pris le terrain de 10 hectares. J'ai un grand terrain, j'ai un domaine. Exactement. Moi, je vais dire, si nous sommes sur 1500 mètres carrés, moi, je vais dire, mon terrain de 1500 mètres carrés à Aka, on va dire, gars, Douglas, il blague. Il a des petits projets. Ouais, il a des petits projets. Mais mon terrain de 1500 mètres carrés, c'est un terrain qui n'est pas très loin de la route. Ça veut dire que c'est très praticable. Donc, je ne dépense pas énormément pour le transport. Ça veut dire qu'en cas d'urgence, pour les gens qui travaillent ici, il peut arriver qu'ils tombent malades. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille en contact avec les bêtes. Donc, il ne faudrait pas que aller à l'hôpital soit un problème. Ça, c'est un avantage. Et ici, je peux t'envoyer des photos que tu vas mettre sur l'interview si tu veux. Il m'arrive sur ma table, la table qui est dehors là, que je dresse bien, je m'assois et je travaille. Quand je dis travailler, c'est mon travail de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que j'ai le réseau. Ici, il y a le réseau, ici, il y a la connexion Internet. Ça passe bien. Ça passe très bien. Donc, mon petit site finalement de 1500 mètres carrés est mieux valorisé, est plus valorisant que le site de mon ami de 10 000 mètres carrés, que pour lui, ça ne sert finalement qu'à se vanter. Et tu vas le voir finalement, il va se lancer, n'est-ce pas? Il va mettre beaucoup d'argent dans ce site. Et c'est après avoir construit, les ports sont là, il veut voir les ports un jour, il appelle, la connexion Internet, ça fait tout. Il va commencer à se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais vivre comme ça. Non, finalement, il faudrait que je rentre sur place. Alors qu'il n'a pas encore besoin de rentrer sur place. Il peut rester en Europe, voilà, et continuer à économiser autant d'argent et continuer à augmenter ses investissements en Afrique. Donc ça passe aussi par le choix du site, ça passe aussi, en gros, pour vraiment résumer, ça passe aussi par l'accompagnement. Tu vois, il faut avoir la capacité et l'humilité d'aller vers les gens qui ont déjà fait.
Ça aussi, c'est un point qui dérange mes frères de la diaspora. C'est vraiment le fait de dire comment est-ce que tu as fait. Tu vois, le fait de dire voici mes intrigues, voici mes questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Un peu le travail que tu es en train de faire avec ta chaîne, ça va aider beaucoup de personnes. Mais voilà, il faudrait que les personnes qui regardent cette vidéo-là, qu'elles soient prêtes à aller vraiment vers des gens pour leur demander comment ça se passe et être prêt à payer pour ça. Je t'ai dit qu'en Allemagne, je faisais des visites dans des fermes, ce n'était pas gratuit. Je faisais des petits séminaires par-ci, par-là pour comprendre comment ça se passe là-bas, ce n'était pas gratuit. La formation de mon frère dont je t'ai parlé chez Loïc Amoa, ce n'est pas gratuit. Au contraire, parce que c'est une formation qui est vraiment efficace, que ça coûte très très cher. Tu vois, donc j'étais prêt à payer. Je vais vers Loïc, je lui dis, Loïc, voilà mon projet, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, envoie-moi ton gars. J'envoie mon gars, il me dit, tu vas voir le résultat après 1 an. Il a passé 1 an à Bafia. Le résultat aujourd'hui, toi-même tu disais, on le voit, on croit qu'il fait des élevages depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut être prêt à dépenser un peu. Il ne faut pas être prêt à dépenser seulement en Europe. Tu vois, dépenser en euros pour acheter une voiture, alors que tu peux dépenser cet argent-là pour réussir ton retour au pays. Pour moi, je pense que c'est une dépense qui vaut de la peine. Voilà. Oui, ce que tu dis est très vrai parce que c'est ce que j'ai aussi eu à constater chez nos frères de la diaspora beaucoup. C'est qu'il y a cette tendance-là, lorsqu'on veut se lancer en Afrique, à ne pas vouloir investir dans la formation. Parce que quand c'est l'Afrique, je pense qu'il y a chez beaucoup de nos frères de la diaspora, malheureusement, un certain, je vais dire, un manque de respect envers l'Afrique. Oui. Ils devraient, bon, je ne généralise pas, mais beaucoup d'entre eux devraient apprendre à respecter plus l'Afrique. Parce que comment se fait-il que lorsqu'ils sont en Europe et qu'ils veulent faire un changement dans leur carrière, passer d'informaticien à, je peux prendre l'exemple sur quoi, d'informaticien à restaurateur par exemple. Voilà, il veut ouvrir un restaurant ou une boulangerie, partant d'un boulot dans l'informatique. Il va se former sérieusement, il va dépenser des milliers d'euros pour apprendre ce que c'est que la boulangerie et comment la gérer, qu'est-ce que le pain, quelles sont les différentes pâtisseries, ainsi de suite, et comment cuisiner tout ça. Mais lorsque c'est en Afrique, on se dit, même si c'est pour le même business, il se dira plutôt, bon, la boulangerie, c'est pas très compliqué, on fait du pain. Bon, tout ça, c'est les recettes, non? N'est-ce pas, ma mère faisait ça. C'est ça. Donc, il y a quoi de compliqué dans le pain? Il y a quoi de compliqué dans le pain? Même le croissant, là. Moi-même, ma mère faisait ça à la maison, non? Je peux même appeler quelqu'un de la famille, là, qui fait souvent la cuisine pendant les cérémonies et il va gérer la boulangerie. Donc, il y a cette réflexion tellement super simplifiée et qui amène les gens vers le gouffre parce que du coup, il ne va pas se former. Et lorsqu'il va voir quelqu'un qui est déjà dans la boulangerie depuis longtemps, qui a de l'expérience là-dedans, qui a vraiment une crédibilité dans la boulangerie et qui peut lui demander, par exemple, 1 000 € pour se former là-dessus, sérieusement, et avoir des notions qu'il ne va pas facilement acquérir de lui-même et qui vont lui faire gagner des années d'expérience, il ne va pas vouloir le faire. Et quand je dis des années d'expérience, c'est aussi des pertes financières qu'il va éviter, qui se chiffrent peut-être en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros. Mais il va préférer plutôt économiser sur la formation de 1 000 € en n'achetant pas la formation pour aller ensuite perdre 15 000 € sur la boulangerie ou je ne sais pas, ou 30 000 € parce qu'il aura fait un peu n'importe quoi, comme je disais tout de suite. Et malheureusement, c'est ça. Il y a aussi un manque de respect envers le business en Afrique. Il faut que la diaspora apprenne à respecter tout ce qu'ils font en Afrique, qu'ils prennent l'Afrique comme un continent aussi qui est digne d'intérêt comme les autres, où on ne bâcle pas simplement tout ce qu'on fait parce qu'on suppose que c'est l'Afrique et on peut juste y aller les yeux fermés. Non, qu'on le fasse sérieusement. Et lorsqu'on veut se lancer dans un secteur, dans un domaine, on essaye de se former sérieusement, investir dans la formation. Toi, par exemple, tu fais de la formation en élevage de porc. Il faut prendre l'information chez ceux qui sont sur le terrain, chez ceux qui le font déjà, chez ceux qui ont une position qui leur permet d'informer d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et je pense que certains comprennent, heureusement, de plus en plus. Il y a des gens qui m'écrivent souvent pour me demander, ou qui écrivent au numéro de la chaîne pour demander des formations en poulet de chair, en porc, en poisson, ainsi de suite. Mais il faut avouer qu'il y a aussi beaucoup de Tintin. Oui, non, ça c'est vrai. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de rigolos. Que tes abonnés me pardonnent, mais on a justement des gens rigolos, c'est le bon terme. On a des gens qui te contactent, qui te disent est-ce que je peux avoir la formation et tout, machin, tout. Lorsque tu vas leur donner les modalités, les premières informations, ils vont te dire oui, mais non, je voulais avoir la formation juste pour le verra. Moi, je veux élever juste des verrailles. Et puis tu te demandes à fin de compte pourquoi tu m'as contacté. Finalement. Ou pire encore, hein, j'ai déjà eu des cas de personnes qui te contactent pour une formation. Lorsque tu commences à leur parler de la formation,
et que tu leur fais une offre, imaginons je ne sais pas, qui est supérieure à 100 000 francs pour se former, pour avoir des informations très complètes sur le poulet de chair. Bon, même si une formation ne peut jamais tout contenir, mais qui leur donne en tout cas des informations essentielles. Par exemple, à 300 €, ils ont de quoi commencer déjà à se lancer, mettre leur pied dans le secteur d'une façon plus sécurisante parce qu'ils vont éviter beaucoup de pièges grâce à cette formation-là. Ils vont juger que les 300 € c'est beaucoup trop, c'est déraisonnable et il faudrait plutôt mettre la formation moins chère. Et le pire, c'est que ces gens parfois, même si tu mets la formation, même si c'est un atelier de formation que tu mets à 10 000 francs, imaginons, certains trouvent que c'est cher. Pourtant, ce que tu leur donnes comme information là-dessus, dans cet atelier-là, ça vaut vraiment 10 fois, 20 fois en termes d'économie qu'ils vont réaliser, en termes de pièges qu'ils vont éviter, ce qu'ils vont apprendre là-bas, la valeur, ces 10 000 francs ou ces 20 000 francs, en réalité, seront rentabilisés fois 20 ou fois 50 en réalité. Mais ils vont préférer économiser sur les 10 000 francs. Pourtant, si tu leur dis, je ne sais pas, qu'il y a une sortie quelque part dans une boîte de nuit samedi et qu'il y a ses amis qui vont… Ah, il y a du champagne qui va couler. Non, gars, tu dois être là. Comment tu n'es pas là? Ils vont céder, ils vont dire, mais bien sûr, je vais venir. Et voilà, ils seront là-bas, ils vont dépenser beaucoup plus que les 10 000 francs et en une soirée pour boire de l'alcool qui va ressortir de leur corps le lendemain et qui n'aura rien apporté finalement, alors qu'ils auraient pu commencer à se former pour bâtir leur avenir dans le business. Donc, c'est quand même dommage de voir ça. Je pense qu'il y a un problème de mentalité d'abord. Moi, je dis toujours aux gens, la formation ne coûte pas cher, du moment qu'elle rapporte beaucoup plus que ce qu'elle coûte. Une formation à 500, à 1 000 €, voire même à 2 000 € ne coûte pas cher si elle te rapporte 5 fois ce que ça t'a coûté. Et ça passe par quoi? Ça passe par avoir le bon formateur qui sait de quoi il parle, qui connaît vraiment le secteur d'activité et qui est capable de dire des choses pertinentes qui vont éviter des pièges. Parce que ce que les gens ne voient pas, ils vont voir Douglas aujourd'hui qui a bâti quelque chose qui tourne déjà, mais ils ne vont pas voir tous les pièges dans lesquels Douglas est tombé. Au niveau de la construction de son bâtiment, au niveau, je ne sais pas moi, même du recrutement du personnel et plein d'autres aspects entrepreneuriaux dans lesquels il est tombé, mais qu'il peut éviter à d'autres personnes. Or, Douglas ne va pas prendre tout son temps de conseiller les gens pour rien parce que son expérience a désormais une valeur. Et pour la transmettre, il faut bien qu'il fasse payer les gens et il faut être capable, pour ceux qui sont en face, de payer aussi le prix de cette expérience-là, d'accepter que non, je vais payer par exemple 700 € pour pouvoir éviter 5 000 € ou 10 000 € de gaspillage dans des échecs, dans des pièges et ainsi de suite. Donc, c'est important de penser comme ça. Moi, j'invite ceux de la diaspora à penser de cette façon parce que lorsqu'on est dans la diaspora, on a encore plus besoin d'informations. Parce que contrairement à celui qui est là localement, qui a quand même un peu plus accès à l'information, celui de la diaspora est encore plus coupé. Et ça veut dire qu'il a encore plus besoin d'être rassuré et il a encore plus besoin d'être bien informé, d'avoir des sources d'informations fiables et des mentors qui vont l'accompagner dans l'activité. Donc, j'ai préféré mettre un accent là-dessus, sur le côté formation, parce qu'il y a souvent cette négligence-là lorsqu'on veut se lancer en Afrique. Voilà, je pense que tu as remarqué la même chose de ton côté. Voilà, c'est vraiment important de se former et de ne pas minimiser une activité. Il n'y a pas de petite activité. Ne te dis pas, pour les abonnés qui nous regardent, hein, ne te dis pas c'est juste les appartements meublés. C'est rien. Je vais trouver le locataire, il entre et c'est bon. Non, ce n'est pas aussi simple. Moi-même qui ne suis pas dans ce domaine, dans cette activité-là, je sais que ce n'est pas simple et je sais que forcément il y a des subtilités que je n'imagine même pas parce que je ne suis pas là-dedans et ce serait un peu méprisant d'imaginer que c'est banal et facile. Et si j'y vais et que je me lance là-dedans en imaginant que c'est banal, je suis très sûr que tu auras au moins 15 pièges à me citer dans lesquels je vais tomber et voilà, qui vont me faire perdre tout mon argent. Donc, formez-vous sérieusement, ne rechignez pas là-dessus, mettez le paquet sur la formation. Exactement. Je pense qu'on est arrivé au thème de notre entretien et je voudrais te demander maintenant, Douglas, est-ce que tu as un mot de fin pour la diaspora, pour aussi les personnes, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de la diaspora parce que tu es de la diaspora, mais il y a aussi des personnes qui sont là au pays, qui veulent se lancer
il y a beaucoup qui sont ailleurs et qui veulent retourner. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour tout cela? On commencera par ceux qui sont au pays pour parler ensuite de la diaspora. Ok. Pour ceux qui sont au pays et qui me regardent, j'aimerais vous dire, vous ne souffrez pas. Donc ça déjà, c'est peut-être où je vais vous décourager. Vous ne souffrez pas parce que les souffrances, ce n'est pas niveau, les souffrances, ce n'est pas type. Vous regardez peut-être simplement l'argent, vous voyez que ceux qui sont peut-être à l'extérieur gagnent peut-être beaucoup plus d'argent, mais on a des gens qui dépriment, on a des gens qui en meurent, on a des gens qui ont une vie de misère, n'est-ce pas, pendant 20, 30, 40 ans, pendant que vous êtes chez vous, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, mais vous ne voyez même pas. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est, chers jeunes, chers Africains, chers frères africains, essaie de regarder autour de toi. Apprends à saisir les opportunités. C'est vrai que nous vivons dans un continent en difficulté. Nous vivons dans un continent en pleine émergence. Mais c'est dommage de voir les gens qui vivent en Afrique depuis qu'ils sont nés, ne sont jamais sortis de l'Afrique, de leur pays respectif, mais qui n'ont pas encore accepté qu'ils vivent dans des pays sous-développés. C'est vraiment dommage. Ce n'est que lorsqu'on a accepté qu'on vit dans un pays sous-développé qu'on peut commencer à faire des choses concrètes. Si, quand tu te lèves le matin, tu réussis à prendre la décision sur les vêtements que tu vas porter pendant toute une journée, tu réussis à prendre la décision sur ce que tu vas manger, tu réussis à manger le soir avant de dormir, ça veut dire que de la même façon, tu peux utiliser ces mêmes ressources-là pour construire avec le temps, quelque chose de durable, quelque chose qui va t'aider et aider ton pays. Il faut arrêter de paraître. Je vois vraiment, je suis en train de parler des ressources, mais je vois aussi beaucoup de jeunes utiliser ces ressources-là pour paraître au lieu d'être. Je vois les gens qui sont plus concentrés à créer des sites internet pour montrer qu'ils ont déjà développé quelque chose, alors qu'au fond, c'est vide, au fond, c'est zéro. Les gens vont créer des entreprises qu'ils vont fermer directement le lendemain parce qu'ils ont voulu plus miser sur l'image que ce qui est vraiment. Soyez humble, soyez vrai, soyez réaliste, parce que le réalisme, c'est ce dont vous avez besoin pour construire petit à petit votre empire. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à aller vers ceux qui ont déjà réussi. N'hésitez pas à cogner à la porte des riches, parce que par rapport à ce qu'on peut croire, je le parle d'expérience, il y a des personnes, par exemple, qui ont réussi aujourd'hui en élevage de porc à une très grande échelle. Mais il suffit juste d'aller, vers les différents salons qu'on organise, vous leur posez la question et ils vont vous répondre. Ils seront tellement ouverts, ils seront tellement contents que vous leur posez la question et ils vont vous donner comme ça quelques secrets qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'était pour mes frères de l'Afrique. Maintenant, pour mes frères de la diaspora, je vais vous dire, essayez d'être vrai. Essayez d'être vrai parce que comme je disais déjà, moi-même je suis sur Internet, je fais des vidéos et je reçois des commentaires sur mes vidéos et il y a des gens qui préfèrent venir écrire des commentaires pour rejoindre la société, pour rejoindre l'image que la société voudrait qu'ils aient au lieu de faire des commentaires pour dire la vérité afin, n'est-ce pas, d'améliorer leurs conditions de vie. Il y a des gens qui souffrent réellement en Europe. Il y a des gens qui en Europe peut-être ne sont pas encore conscients, mais ce dont ils ont besoin, c'est l'Afrique. Ils ne savent peut-être pas encore vraiment dans quel domaine ils vont se lancer en Afrique, mais chaque jour qu'ils dorment, ils pensent à l'Afrique. Chaque jour qu'ils dorment, ils aimeraient être dans un lit plutôt chez eux, dans leur village, ou alors dans une ville de la capitale, dans leur pays respectif. Vous devriez déjà apprendre à accepter cela. Vous devriez déjà apprendre à avouer cela. J'ai dû avouer dans mon cas que l'Europe n'était pas faite pour moi. J'ai été victime, plusieurs fois de quelques petites insultes comme ça, ou alors de quelques petits rappels des Allemands qui me rappelaient que je n'étais pas chez moi, que je n'étais pas en terre conquise, que j'étais chez eux. Et ça ne m'a pas traversé, ce n'est pas entré là, c'est sorti là. J'ai su vraiment travailler l'information dans mon cerveau pour comprendre ce qu'ils veulent dire, pour comprendre ce que je peux gagner de là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir. Quand je suis au pays, je suis bien. Quand je suis au pays, je vis vraiment ma vie. Je me sens en vie, je me sens vivant et je me sens utile, justement. Donc, si vous voulez aussi atteindre ces niveaux-là, arrêtez justement de nier vos réalités. La dernière chose, ce serait aller à la recherche de l'information. Il faut apprendre à faire des recherches. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de chaînes sur YouTube qui se sont créées avec des business par-ci, business en Afrique, afro-business, machin, tout ça par-ci. Et parmi ces chaînes-là, il y a la chaîne de Gislain, il y a ma propre chaîne. Et
je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas toujours vous fier au nombre d'abonnés. Allez à la recherche de l'information, prenez le temps d'écouter ce que quelqu'un qui active sa caméra a à vous dire. Et si ce que la personne vous dit n'est pas pertinent, vous passez à la prochaine vidéo avant de juger. On a des gens qui regardent peut-être sur mes vidéos, ils ne regardent même pas les vidéos jusqu'à la fin. Ils jugent déjà et ils écrivent déjà en commentaire pour dire ce que tu dis n'est pas vrai ou alors ce que tu dis n'est pas bon. Il faut aller à la recherche de l'information. Si, comme je disais, vous ne voulez pas payer pour vous faire former, il faudrait au moins vous informer gratuitement. Donc, allez à la recherche de l'information. Évitez de faire des comparaisons inutiles. Évitez de juger des informations à travers les nombres d'abonnés ou quoi que ce soit. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est vrai que le nombre d'abonnés témoigne sur voilà, le nombre de personnes qui suivent justement la chaîne, mais ça ne devrait pas être un facteur clé pour vous pour décider si vous allez accepter ou pas l'information qu'on vous donne. J'espère que j'ai dit tout ce que je pouvais, tout ce qui pouvait aider les gens tes abonnés qui nous ont suivis. Voilà, je ne peux que les remercier déjà aussi en mot de fin d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si c'est que voilà, ils ont des questions, ils savent aussi comment me contacter parce que je suppose que tu vas mettre mes informations sur la barre de description. Donc, ils savent comment me contacter. Je suis à leur disposition. S'ils pensent que dans les diverses activités que j'ai citées, je peux leur être utile. Super. Ouais. Merci pour ces derniers conseils, Douglas. Merci aussi d'avoir joué le jeu de l'interview et d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je sais que quand tu es au pays, tu as pas mal de choses à faire entre tes différentes activités et la famille aussi qu'il faut voir. Mais tu as pris le temps de m'accorder cette interview. Merci beaucoup. Je pense qu'elle sera très enrichissante pour beaucoup de nos abonnés qui vont la regarder. Je te souhaite vraiment une très bonne continuation dans tes activités. Ça fait plaisir à voir, de voir la qualité de ce que tu produis, de voir ta motivation aussi à revenir au pays. Et j'ai foi que tu seras une véritable source d'inspiration pour beaucoup de nos frères de la diaspora qui veulent réaliser des projets similaires au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique. Merci beaucoup. Merci à toi, Douglas. J'espère que la vidéo t'aura intéressé. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos comme celle-ci, très concrètes, qui te boostent et qui te motivent à te lancer dans des business en Afrique et plus précisément ici, dans l'élevage. J'espère que tu auras suivi jusqu'à la fin pour en tirer le maximum. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!